Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast et sur itwest.com. Aujourd'hui, je retrouve dans le podcast Clotilde Courtogis, la directrice du Passage Sainte-Croix. Alors le Passage Sainte-Croix, c'est ce lieu de vie inédit, singulier, en plein cœur de Nantes, quartier Bouffé. Un lieu de vie ouvert à tous, où se mêlent art, culture et foi, dont l'idée est, je cite, de sortir un peu différent que lorsqu'on y est entré. Ici, Clotilde nous raconte avec passion son amour pour l'histoire de l'art et son quotidien à la tête de ce passage. À travers cet épisode, on suit le parcours de cette femme brillante et déterminée qui a su dès toute petite imposer ses choix, jusqu'à son retour à Nantes en 2008 à la tête du passage. Clotilde, ou l'art de savoir saisir les opportunités. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma discussion avec Clotilde. Alors bonjour Clotilde. Bonjour Éléonore. Bienvenue dans Rayonnante. Du coup, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Je suis très heureuse que tu nous racontes un peu ton histoire et que tu nous parles du Passage Sainte-Croix. Donc on est ici chez toi, tu m'accueilles gentiment. Et avant de commencer cette interview, je voulais savoir si tu avais grandi à Nantes, Clotilde. Eh bien non, j'ai pas grandi à Nantes, pas très loin, dans la région, dans une petite ville qui s'appelle Sablé-sur-Sarthe. Ouais. Donc voilà, je ne connaissais pas Nantes avant Et quand d'y est-ce faire que mes tu es études. arrivée à Nantes alors ? Je suis arrivée à Nantes juste après mon bac, mon bac en poche, pour y faire mes études d'histoire de l'art. Et comment t'es venue du coup cet amour pour l'histoire de l'art et l'art de manière générale ? Je pense qu'assez petite, en fait, je suis assez curieuse de nature. Donc j'aime aussi énormément lire. Donc il y a eu vraiment énormément de sources d'émerveillement différentes. Et puis avec mes parents, on visitait pas mal de monuments. Ils sont assez férus de patrimoine. Donc voilà, on visitait églises, musées, châteaux, etc. Chacune de nos vacances ou sorties. Donc ça a un petit peu jalonné mon histoire personnelle. Et puis en grandissant, j'ai été assez naturellement attirée par les arts plastiques. Du coup, j'ai fait option arts plastiques et puis de fil en aiguille, j'ai pu découvrir un petit peu tout cela. D'accord, ok. Donc tu disais dans ton parcours, tu as fait option art plastique et puis après tu as fait des études dans l'art, c'est ça ? Oui, après mon lycée, parce que en fait au lycée, il n'y avait pas forcément d'option histoire des arts comme c'est le cas aujourd'hui. Ouais. Donc, et on connaissait pas du tout. Donc, il a fallu un petit peu découvrir, voir ce que c'était, convaincre mes parents qui étaient peut-être pas forcément très rassurés par ce type d'études qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, j'ai pu m'inscrire à la fac à Nantes en histoire de l'art. Et tu as fait combien de temps dans cette fac ? J'y ai fait 4 ans. Et puis, la dernière année, je l'ai effectuée à Paris, à la Sorbonne, dans un master de recherche. Tu parlais du fait de devoir convaincre tes parents justement pour entreprendre des études dans l'histoire de l'art. D'où te vient en fait ce tempérament déterminé, ce tempérament volontaire ? Mes parents étaient commerçants, j'ai grandi dans un restaurant, donc avec une vie très intense, beaucoup de liens, beaucoup de passages, beaucoup de connexions. Mais effectivement, pas du tout dans un milieu artistique, intellectuel ou culturel. Et c'est des rencontres de professeurs au lycée, des rencontres d'amis de la famille, etc., qui m'ont un peu ouvert des horizons différents. Pour créer ma propre route, écouter mes envies. Et effectivement, il a fallu un petit peu faire preuve de détermination pour convaincre mes parents sur les études que je voulais entreprendre. Et effectivement, sans savoir même si ça allait me plaire. Donc il y avait vraiment cette idée d'un pari que je faisais alors que j'avais tout juste 17 ans, sur mon avenir, en me disant que oui, il fallait que je le tente, quoi. Donc voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment bien fait, puisque mes études d'histoire de l'art m'ont passionnée. Mais vraiment, ça a été pour moi une découverte. Faut imaginer qu'on étudie plein d'époques différentes, plein de civilisations différentes, plein de relations, et qu'on
qu'on comprend l'histoire de l'humanité à travers ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire les arts, la beauté, les relations diplomatiques, culturelles. Et c'est assez formidable. Ah ouais. Et qu'est-ce qui, selon toi, les a convaincus? Je pense que j'ai toujours eu un caractère bien trempé. Et donc, ils étaient assez convaincus par le fait que je savais où j'allais et que j'étais en capacité de leur montrer que je le ferais sérieusement. Et du coup, après tes études, donc tu obtiens ton premier poste à Paris où tu es assistante de rédaction pour la revue Art Absolument. Comment est-ce que tu abordes cette carrière? Tu vois, dans quel état d'esprit tu te trouves à ce moment-là? Aussi émerveillée. En fait, c'est une vraie chance. À la fac, donc j'ai rencontré des gens passionnants, beaucoup de professeurs avec qui je m'entendais assez bien, et donc je demande à l'un d'entre eux, à mon prof d'art contemporain, si il n'a pas je savais qu'il travaillait dans une revue, donc à Paris, et s'il n'a pas possibilité de m'indiquer un stage, ou enfin, en tout cas, je voulais pouvoir aussi faire quelque chose de concret. Quelque chose, je ne savais pas quel métier je voulais faire, mais en tout cas, avoir des expériences concrètes. Et je suis allée vers des personnes que je connaissais, que je voyais au quotidien, donc mes professeurs. Et donc, ce professeur d'art contemporain en question me dit: mais si, je travaille dans une revue à Paris, je fais partie d'un comité de rédaction, peut-être qu'ils auraient besoin de stagiaires ou autres. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et Paris, ça a été vraiment... moi, je savais que je voulais absolument passer par Paris. Pour moi, c'était vraiment la ville lumière, les musées... la culture, une autonomie aussi très grande. Enfin, c'était une formidable aventure, un formidable terrain de jeu. Mais quand tu as pris donc ce poste-là, tu ne savais pas vraiment finalement ce que tu voulais faire après, quoi. Non, C'était par curiosité, quoi. c'était par curiosité. J'ai fait confiance aux rencontres que j'ai eues au fur et à mesure de mon parcours. C'est vraiment cette idée de faire un peu confiance au destin, de saisir les opportunités qui se présentent, de peser le pour et le contre, bien sûr, parfois. Tiens, est-ce que je suis prise en Erasmus à Cardiff, ou j'ai un poste, qu'est-ce que je choisis? Et au final, se faire confiance, écouter sa petite voix intérieure, et puis y aller, quoi. Et qu'est-ce que cette opportunité t'a apporté? Beaucoup de relations, beaucoup de nouvelles compétences. J'ai grandi, et ça, c'est formidable. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu qui me passionnait. Donc avec aussi toujours beaucoup de relations, beaucoup de rencontres, beaucoup de personnalités très différentes. Et ça a un peu conduit mes pas aussi et construit un peu mon parcours professionnel. Et donc, suite à cette opportunité, tu as ensuite rejoint la Conférence des évêques de France, c'est ça? Est-ce que tu pourrais nous parler justement un petit peu de cette expérience aussi? Alors, c'était un peu nouveau aussi. C'est par des rencontres, en fait, où au département national d'art sacré, une nouvelle revue était en train d'être créée. Et j'avais eu quelques relations avec l'ancienne rédac-chef de la revue précédente, donc des liens s'étaient créés. Et par ces liens, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une équipe qui participait donc à la création d'un nouveau média. Et ça a été aussi très, très formateur. Une nouvelle aventure, construire un projet culturel ouvert à tous, qui puisse parler de l'art sacré, du patrimoine et de la création contemporaine. Et alors, suite à ça, tu as été nommée directrice du Passage Sainte-Croix en 2013. Pourquoi est-ce que tu as accepté ce poste? Parce que c'était un changement de vie quand même. Tu partais de Paris, tu venais t'installer à Nantes. Gros changement de vie. Ouais. Gros changement de vie. Vraiment, la question s'est posée parce que la vie que j'avais à Paris me plaisait énormément. Et en même temps, le projet du Passage Sainte-Croix, que je connaissais, du coup... puisque là où je travaillais avant, on avait été attentif à ce nouveau projet qui se montait, donc qui s'est ouvert en 2010. Le projet m'intéressait vraiment. Et cette idée d'un lieu qui soit ouvert sur le monde, un passage où toute rencontre est possible, c'était assez inédit, singulier et vraiment hors du commun. Et ça me donnait vraiment envie de faire partie de l'aventure.
Et alors, si on rétropédale un petit peu et on se remet le jour de ton arrivée à Nantes, à la tête du passage Sainte-Croix, est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là? Oui, je me souviens exactement de cette journée. C'était en août 2013. J'ai ressenti une grande attente, un moment un peu solennel, de se dire... Une grande attente, pardon, je te coupe, mais de ton côté ou de Non, la part d'autres? une attente. En fait, il n'y avait plus de direction depuis quelques mois. D'accord. Donc, il y avait vraiment besoin à nouveau de retrouver une stabilité en termes de direction. Et en même temps, le Passage Sainte-Croix, c'est vraiment une œuvre collective. Donc, il y a beaucoup de bénévoles, il y a une équipe. Donc, ça tournait bien. Mais il y avait vraiment une attente d'une nouvelle direction qui puisse un peu donner le rythme, donner un nouveau tempo. Et j'ai ressenti ça. Donc, c'était très chouette parce que je me sentais attendue et accueillie. Et ça, c'est les meilleures conditions pour arriver. Pas trop de pression quand même, du coup, sur tes épaules? Un petit peu de pression parce que quand on n'a pas encore 30 ans, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, est-ce que c'est dur justement de s'imposer dans cet univers quand on est jeune, quand on est une femme? Disons que je me suis pas forcément posé les questions de cette manière-là. J'ai plutôt tendance à y aller de manière assez naturelle. Alors, tu as écrit « Depuis 8 ans, je dirige le passage Sainte-Croix à Nantes. Cette aventure extraordinaire ancrée dans la ville me permet de mettre en œuvre des projets variés, conçus in situ et en partenariat avec d'autres structures culturelles du territoire. » Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la mission qu'on t'a donnée lorsque tu as pris ce poste? Qu'on comprenne un peu ton quotidien. La mission principale, c'était de garder l'esprit du passage, qui est vraiment un esprit de dialogue et d'ouverture. Donc, c'était de respecter ce projet initié par le diocèse de Nantes en ayant à cœur d'être un lieu ouvert à tous, qui soit un lieu de culture, où chaque personne puisse se sentir accueillie, entendue, écoutée. Et où on place les questions un petit peu fondamentales humaines, qui sont des grandes questions que chacun peut se poser, d'où qu'on soit, quelle que soit notre vie ou nos attentes ou nos aspirations. Eh bien, on peut se demander un petit peu ce qu'on fait là, tout simplement, ce qui nous attend, comment on imagine un peu la vie, vivre en société, faire société. Et donc toutes ces questions, en fait, elles forment une sorte de grands livres, entre guillemets, dans lequel s'inscrit l'histoire du Passage Sainte-Croix et qui forme une sorte d'assise un peu scientifique. Et à travers ces questionnements, on va du coup privilégier telle ou telle thématique qui va nous permettre de construire une programmation culturelle. Ok, et donc du coup, plus concrètement, ton quotidien, il ressemble à quoi alors? Il ressemble à beaucoup de liens. Beaucoup de relations, beaucoup de rencontres, des rencontres avec des artistes, des rencontres avec des partenaires, des rencontres avec des intervenants pour construire la programmation culturelle, pour faire ce que les gens vont voir ou entendre ou des événements auxquels ils vont participer. Ça, c'est un petit peu le quotidien. C'est aussi de pouvoir ouvrir le lieu, tout simplement, accueillir le public dans de bonnes conditions, faire que tous les bénévoles et les salariés du passage se sentent bien, heureux de venir rendre cette mission au Passage Sainte-Croix ou venir travailler tout simplement donc dans une ambiance qui respecte vraiment chacune et chacun. Ouais, un vrai rôle de chef d'orchestre, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job qui a l'air très intéressant? C'est un quotidien rempli de surprises, où effectivement ma curiosité, qui ne m'a pas lâchée depuis l'enfance, est vraiment utile, puisque l'idée c'est vraiment de toujours être un peu
à l'affût, au courant en fait de ce qui peut des bruits du monde en fait. Voilà, de cette idée d'être attentif vraiment à ce qui se passe dans nos sociétés et de pouvoir ensuite traduire ces questionnements sous une programmation culturelle. Donc ce qui me plaît, c'est vraiment cette idée d'être toujours en marche, toujours en mouvement d'un point de vue intellectuel et puis que c'est tout sauf la routine. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait du fait d'avoir pris ton poste assez jeune. Est-ce qu'il y a eu des mentors, des guides qui ont pu t'aider à des moments de doute, de questionnement, tu vois, ou même tout simplement t'éclairer dans ton quotidien? En fait, j'ai eu la chance de faire de belles rencontres tout au long de mon parcours qui m'ont permis de parfois discerner ou d'échanger tout simplement. Et j'en ai encore, j'ai la chance d'échanger avec des personnes dont la vie est précieuse pour moi. Et ça, c'est très important. Ça permet de toujours prendre du recul et pouvoir prendre de la hauteur par rapport à un quotidien qui est bien rythmé, où il se passe toujours plein de choses. Donc, oui. Ouais. Beaucoup d'échanges qui me nourrissent au quotidien. D'accord. Bon, on va s'intéresser un petit peu plus au passage Sainte-Croix. Déjà, raconte-nous l'histoire de ce passage. Tu parlais rapidement de sa création. Voilà, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu toute cette histoire. C'est une histoire un petit peu hors du commun, comme je le disais tout à l'heure. Le passage, il est ouvert au public en novembre 2010, donc il a 11 ans. Et ce lieu, c'est un ancien prieuré bénédictin qui date de la fin du XIe siècle. Donc on est dans un lieu de patrimoine qui a été entièrement restauré. Et donc lorsqu'on le traverse, on traverse une histoire très ancienne et en même temps on peut y voir des matériaux contemporains qui sont liés à sa restauration avec du béton ciré au sol, des poteaux en métal, mais qui respectent vraiment l'intégrité du bâtiment. Souvent, le public qui entre pour la première fois au passage est assez conquis par la restauration et lève les yeux vers la verrière, qui est donc l'élément un peu iconique du passage. C'est ce patio donc couvert par cette verrière qui culmine à 8 mètres de hauteur, d'où on peut voir le clocher, l'église Sainte-Croix, le chevet, l'église Sainte-Croix, mais aussi le ciel changeant, les nuages, les étoiles le soir quand on peut les apercevoir. Donc ce passage, c'est déjà physiquement un lieu très particulier dans la ville. Nantes est aussi une ville de passage. Donc c'est vraiment une habitude un peu nantaise que de faire des pas de côté, que de prendre des chemins de traverse pour aller d'un endroit à un autre. Et ce passage, c'est aussi un espace de calme, de quiétude. Il faut imaginer que vous êtes en plein cœur du Bouffay, il y a des restaurants tout autour, il y a des magasins, il y a les bouquinistes qui sont place Sainte-Croix. Et là, vous prenez le long de l'église le jardin, où vous entrez dans le passage et vous êtes totalement un petit peu coupé du monde, tout en étant vraiment au cœur du monde. C'est ce dedans-dehors qui est aussi matérialisé par ces grandes baies qui donnent sur la rue de la Baclerie, qui font un peu un intérieur-extérieur qui fait un petit peu la magie du lieu. C'est très juste ce que tu dis parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je t'ai rencontré pour la première fois, quand s'est rencontré dans le passage. Tout de suite en arrivant, j'ai ressenti ce sentiment de calme, de quiétude, notamment dans le jardin, qui est encore plus étonnant du fait qu'on soit en plein cœur du quartier Bouffay, quoi. C'est vrai que c'est vraiment ce qu'on sent, je trouve. Et alors, c'est ce que tu disais, contrairement à d'autres passages, c'est un lieu quand même atypique, puisque des artistes y exposent, mais pas que. Il y a aussi des intellectuels renommés qui y débattent, il y a des concerts et des spectacles qui y sont donnés, il y a des ateliers organisés pour les enfants. Tout ça, en fait, tu es à l'origine, enfin, du moins, l'association est à l'origine de toute cette animation dans le passage. Dans quelle mesure, tu vois, vous définissez et choisissez votre programmation ? Alors on a plusieurs instances en fait qui permettent de construire la programmation. On a un comité de programmation qui se réunit plusieurs fois par an et qui donne un petit peu toutes les pistes pour toutes les pistes à creuser, les thématiques. Et ensuite nous en équipe de programmation on va aller creuser certaines de ces pistes, parfois certaines
tout simplement meurt dans l'œuf parce que c'est pas forcément opportun à ce moment-là ou parce que d'autres questions deviennent prioritaires ou pour des questions de moyens humains ou financiers, enfin tout un tas de raisons. Et une fois qu'on a à peu près une programmation préconstruite, je la présente au conseil d'administration du Passage. Donc c'est pour ça que je dis vraiment c'est une œuvre collective. C'est pas ce qu'on expose n'est pas le caprice de la directrice ou un tel ou un tel. C'est vraiment quelque chose qui est construit, pensé de manière collaborative. Et le conseil d'administration, donc jusqu'ici, j'ai toujours eu sa confiance. Et donc le conseil d'administration, entérine en fait les pistes proposées. Et puis ensuite, on met concrètement la programmation en œuvre. Donc c'est à la fois un lieu culturel qui fonctionne de manière très professionnelle, comme peuvent l'être plein d'autres centres culturels. Et il y a vraiment ce côté associatif auquel on tient beaucoup au Passage, qui est cette idée de chacun a son mot à dire, chacun peut l'exprimer. Et ensuite, il y a des vraies discussions qui peuvent du coup naître. Au conseil d'administration, il y a des vrais débats autour d'éléments de la programmation et c'est riche parce que ces débats-là, cette manière un petit peu de fonctionner, eh bien, elle permet que tout le monde ensuite puisse assumer les projets qu'on propose et tout le monde est embarqué dans l'aventure. Et c'est vraiment ça qui compte. C'est cette idée de vraiment faire œuvre commune autour d'un projet commun. Alors, vous écrivez, donc le Passage Sainte-Croix est devenu en quelques années un acteur incontournable de la vie culturelle nantaise. Comment est-ce que vous faites pour vous inscrire dans ce paysage, justement ? Par le jeu de partenariat. Dès l'ouverture du Passage, ce lieu a intéressé, interpellé plein d'acteurs culturels du territoire. Et ça a été vraiment l'occasion de rencontres et de projets communs. Je pense par exemple au Festival des Arsènes, qui est un festival de chant lyrique mené par la compagnie L'Éternel Éphémère. Dès le départ et avant même que le lieu existe, c'est-à-dire lorsqu'il y avait encore les travaux, le directeur artistique donc de L'Éternel Éphémère, Thierry Pillon, est venu sur place et a été emballé par le lieu. Et depuis, les Arsènes au Passage, c'est chaque saison. Il y a vraiment cette idée de créer des liens avec des acteurs ici à Nantes, mais aussi du territoire nantais, de l'agglo, même du département ou de la région, mais vraiment pour construire quelque chose qui réponde aux attentes de toutes les Nantaises et de tous les Nantais. C'est cette idée de vraiment être au cœur de la cité, quoi. Vraiment au cœur de Nantes et d'être là pour les Nantaises et les Nantais. Ouais. Et selon toi, qu'est-ce que les Nantais pensent de ce passage ? Alors certains le découvrent, même beaucoup le découvrent lors du voyage à Nantes et sont parfois un peu étonnés de ce qui peut y être montré. Mais il y a par exemple des rencontres un peu étonnantes. On a eu à l'occasion d'un voyage à Nantes une œuvre de Benedetto Bufalino qui s'appelait Évasion urbaine dans le jardin. C'était une cabine téléphonique transformée en aquarium. Et c'était l'œuvre secrète du parcours du voyage à Nantes cette année-là. Et ça a fait carrément le buzz, tu vois. Tout le monde se disait mais où est cette cabine ? Et ensuite les gens voulaient la chercher. Et les gens étaient un peu étonnés. Et donc on a encore à se faire connaître, mais les gens sont assez heureux qu'un lieu comme celui-ci existe. Un lieu un peu différent où vraiment l'idée c'est culture et convivialité, quelque chose qui soit un petit peu en dehors des sentiers battus, où on puisse venir pour écouter effectivement deux intellectuels débattre entre eux d'un sujet de société, ou un philosophe, où on peut venir y écouter un concert, ou y voir une exposition, et que tu aies 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure ou une heure, tu pourras toujours profiter d'un événement au passage qui en tout cas, on l'espère,
t'apporte quelque chose, des éléments de connaissance, ou alors que tu sois étonné. Je parlais d'étonnement avec cette œuvre Évasion urbaine, et c'est un petit peu ça. L'étonnement, c'est aussi de grandir aussi, tu vois, d'être un peu différent que lorsqu'on est, de sortir un petit peu différent du passage que lorsqu'on y est entré. En termes d'organisation, est-ce que tu nous raconterais un petit peu finalement, comment le passage est structuré, comment est-ce qu'il vit? J'ai l'impression qu'il vit de dons, de mécènes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui, on est donc une association culturelle, loi 1901, donc on peut accueillir des subventions, donc ce que nous avons selon certains projets, des subventions publiques, que ce soit la ville, la région ou le département sur certains projets. On a effectivement des financements privés, mais on s'est vraiment lancé dans des démarches de mécénat pour essayer de grandir aussi, de faire plus, de faire aussi différemment grâce à des mécènes. C'est aussi une idée de faire entrer l'art dans l'entreprise. C'est pas uniquement cette idée de chercher des fonds, mais le rapport qu'on souhaite avoir avec les mécènes du passage, c'est vraiment cette idée de comment on peut construire la vie à l'entreprise de manière un petit peu différente. Comment ce que fait le passage, ce pas de côté que fait le passage dans sa programmation culturelle, comment il peut aussi servir aux entreprises, aux entrepreneurs. C'est hyper important pour nous de faire ces liens, d'être dans ces démarches de co-construction avec les entreprises, comme on fait des partenariats culturels avec des institutions culturelles. C'est vraiment cette idée de co-construire avec des entreprises un accompagnement qui soit centré autour de l'art dans l'entreprise, par exemple, ou des questions sociétales qui peuvent toucher les salariés de n'importe quelle structure. Donc vous êtes combien de personnes? On est 5 salariés et une soixantaine de bénévoles actifs. Ah oui, donc vraiment qui œuvrent très régulièrement pour le passage et dans plein de domaines. Ça peut être l'accueil du public, ça peut être la trésorerie, ça peut être la programmation, l'administration, le montage d'exposition, le démontage, voilà. C'est sans fin. Et pour qu'on se rende compte, par exemple, tu parlais tout à l'heure de présenter des projets à ton conseil d'administration. Vous êtes combien dans le conseil d'administration et de quel profil est composé ce conseil? Il y a 20 personnes dans le conseil d'administration. Donc c'est un grand conseil. Ouais. Avec des profils très différents, des personnes qui qui œuvrent au passage parce que c'est vraiment le côté lieu culturel qui les intéresse, d'autres personnes qui sont plutôt sur la partie plus associative, donc c'est effectivement très riche et très varié avec des anciens, on a des personnes qui travaillent, on a des jeunes retraités, voilà, donc plein de profils différents. Super. Et alors j'ai des questions très pratiques. Je voulais savoir quand est-ce qu'est ouvert ce lieu, puisque j'imagine qu'il n'est pas ouvert tous les jours de la semaine. Non, et tu as raison. Il est ouvert du mardi au samedi de midi à 18h30. D'accord. Oui, donc intéressant, il n'est pas ouvert le dimanche. Il n'est pas ouvert le dimanche. Ouais, et pas le lundi. Et pas le lundi. On aimerait bien l'ouvrir le dimanche, mais on n'a pas assez de bénévoles pour le moment pour ça. Mais ça ferait vraiment partie de nos projets, parce qu'on aimerait qu'il y ait plus de familles qui viennent aussi, tu vois, et les familles, elles aiment bien sortir le dimanche. Donc ça fait partie des projets, voilà. Et autre question pratique, où est-ce qu'on peut retrouver tout le détail de votre programmation? Sur notre site internet, c'est vraiment, tout est à jour, donc je donne l'adresse, c'est passagesainte-croix.fr. Voilà. Top. Bon, pour comme ça, retrouver tout ça là-dessus. Voilà, exactement. C'est vraiment le lieu où tout retrouver. Et donc tu parlais justement de projets. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochaines années? Écoute, de continuer à être un lieu où l'échange et le dialogue sont vraiment au cœur du projet. On va accueillir une belle exposition qui s'appelle Les Arts de l'Islam, un passé pour un présent, qui ouvre au mois de novembre et qui aura lieu jusqu'au 19 mars 2022.
Cette exposition, c'est le fruit d'un partenariat avec le Musée du Louvre, la Réunion des musées nationaux Grand Palais, la ville de Nantes et le Passage pour sa version nantaise, mais elle a lieu dans 18 villes en France. Donc, tu vois, c'est une opération de grande envergure. Et cette idée de faire partie d'un grand dispositif qui permet de découvrir ces arts de l'islam qui sont parfois un peu mal connus ou en tout cas pas connus à la hauteur de leur grande richesse et de leur grande diversité, c'est très enthousiasmant pour nous. On fait vraiment partie de cette aventure. On se sent vraiment utile dans cette idée qu'on évoquait tout à l'heure d'être un lieu d'ouverture, un lieu où on fait un pas de côté, où on pose un regard un peu différent sur l'autre. Pour moi, c'est très important que le passage soit toujours dans cette idée d'être un lieu qui favorise le vivre ensemble. Et donc, vraiment d'être un lieu où il y a un vrai dialogue qui peut s'instaurer, où chacun puisse s'exprimer en ayant le respect de l'autre et qu'on nourrisse les échanges pour peut-être, encore une fois, grandir en connaissance. Voilà, je crois que on a vraiment besoin aujourd'hui de regards un peu comme ça, posés en dehors de débats passionnés qui permettent bien de mieux connaître, de mieux comprendre les enjeux de la société de demain, tout simplement. Ouais. Et selon toi, pourquoi le passage a-t-il été choisi alors à Nantes? Parce que tu parlais voilà, d'expositions dans 18 villes de France. C'est génial que du coup le passage Sainte-Croix ait été choisi pour accueillir cette exposition. Quels ont été selon toi les critères qui ont attiré l'attention des musées dont tu parlais? En fait, je pense que c'est un peu la singularité du passage, le fait que ce soit déjà un lieu par sa situation géographique en cœur de ville est très très accessible. Un lieu qui est vraiment une habitude d'accueil tout public et donc d'un large public. C'est vraiment ce qui est souhaité pour cette exposition. Ça a peut-être contribué. Et puis le fait qu'on ait en 10 ans accueilli plein d'expositions différentes avec des œuvres aussi très importantes. Je pense en 2014, on avait accueilli 3 nocturnes de Georges de la Tour. Donc on a eu cette chance déjà d'accueillir des œuvres, je dirais, prestigieuses, comme on peut le dire. C'est, je pense, à la fois la singularité du projet du Passage Sainte-Croix, ce lieu qui est un petit peu en dehors des chemins battus, et en même temps le fait qu'on puisse être en capacité d'accueillir de tels objets. Tu parlais d'accueil, d'exposition. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus qu'une autre? Elles sont toutes marquantes parce que chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Disons qu'il y a une exposition qu'on a faite lorsque j'étais enceinte. Et c'était une année où on travaillait sur le corps. Est-ce qu'on peut s'accorder avec le corps, un corps qu'on n'a pas choisi, on est avec un corps et on grandit, on évolue avec lui. Parfois, c'est une difficulté, parfois, on s'en sert comme outil. Voilà. Et dans ce cadre-là, j'avais souhaité accueillir un artiste culturiste qui s'appelle Martial Charrier et qui a fait de son corps son objet artistique. Et toutes ces questions de métamorphose, toutes ces questions de singularité de ce qu'on peut éprouver quand notre corps change, qu'on l'ait choisi ou pas choisi d'ailleurs, m'ont beaucoup interpellée lors de ma première grossesse, forcément. Et voilà, c'est un souvenir assez marquant. Si on s'attarde un petit peu plus sur Nantes, sur la ville de Nantes, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que t'évoque la ville de Nantes? La ville de Nantes, elle m'évoque beaucoup de choses, beaucoup de sentiments mélangés. À la fois les sentiments parfois d'une gueule cassée, le fait qu'elle ait été très marquée par les bombardements,
Mais en fait, elle s'est à chaque fois relevée, transformée. Et ça, c'est assez extraordinaire. Tu parlais tout à l'heure de détermination et de... Nantes est une ville, je pense, de détermination et en même temps de vérité. Le fait qu'elle regarde aujourd'hui le passé avec la traite atlantique de manière posée, en organisant une grande exposition qui s'appelle l'Abîme au château de Nantes. Le fait qu'elle ait toujours été, je sais pas si c'est à l'aise avec, voilà, avec sa mémoire, mais en tout cas qu'elle assume qui elle était. C'est, je pense, quelque chose enfin, c'est, je pense, quelque chose qui lui donne beaucoup de valeur, en tout cas. Et puis, on se rend compte à Nantes qu'il y a un tissu d'associations, de personnes, de personnalités qui sont tellement passionnées par leur ville et par leur territoire qu'en fait, ils donnent simplement envie bah de partager l'aventure avec eux et de faire des choses avec eux, quoi. Donc, Nantes est aimée. C'est une ville aimée par ceux par ceux qui y habitent. Et ça se ressent, je trouve. Et qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes? Beaucoup de sorties en famille, forcément. Beaucoup de sorties avec, enfin, surtout après les 2 années qu'on vient de vivre, en fait, c'est de retrouver les gens avec qui on aime passer du temps et en même temps les nouvelles rencontres. Enfin, moi j'aime énormément rencontrer de nouvelles personnes, entendre de nouvelles histoires, de nouvelles expériences. Je trouve ça passionnant. Et donc c'est quand j'ai du temps, je prends le temps de regarder les gens, de les écouter, de les entendre, voilà, d'essayer encore une fois de capter un petit peu ce qui se passe dans l'air et voilà, d'être à l'écoute des autres, quoi. Et est-ce que tu as des adresses fétiches que tu souhaiterais nous partager? Ça peut être des adresses de resto, de bar, de boutique. Écoute, dans mon quartier, il y a un an, il y a une petite boutique de vrac qui s'est ouverte, qui s'appelle La Petite Marchande, près du rond-point de Vannes. Et c'est très chouette. Enfin, voilà, j'y suis allée un petit peu là et je trouve que c'est vraiment... Enfin, encourager ce genre de commerce dans nos quartiers, c'est génial. Donc... voilà, ça c'est vraiment des adresses de quartier. Et puis on réussit à faire un petit resto il y a pas longtemps. Bonbourg qui est près de la place Viarme et ça a été une super expérience. Ouais, vraiment. Et à la fois humaine, c'était vraiment adorable et c'était excellent. Donc voilà. Et puis près du passage, j'ai mes petites adresses fétiches comme sous les étoiles exactement. Je crois qu'ils se sont montés à peu près au moment où moi je revenais à Nantes et j'y vais très régulièrement pour tout ce qui est petits cadeaux, etc. Voilà, j'adore. Trop bien. Et est-ce que j'ai une dernière question pour toi? Quel est l'événement culturel à ne pas rater à Nantes cette année selon toi? C'est difficile, un événement. Ce serait difficile de tout citer. J'ai cité vraiment l'exposition L'Abîme au musée du château de Nantes qui, je pense, est vraiment importante pour toutes les Nantaises et les Nantais. Donc voilà, foncez-y. Et puis, il y a le festival Trajectoire qui a lieu au mois de janvier, porté par le Centre chorégraphique national de Nantes, qui est vraiment pendant 2 semaines un moment extraordinaire et très enthousiasmant de rencontres avec la danse contemporaine et pas que. Donc voilà, j'en dis juste 2, mais je pourrais en citer plein d'autres. En tout cas, c'est hyper important que les gens sortent à nouveau. On en parle beaucoup entre nous en tant que directeur de salle ou de lieu. C'est sûr que le pass sanitaire peut bloquer. C'est sûr que voilà, les gens osent pas toujours reprendre
des places pour aller à un concert ou pour... Mais allez-y, sortez, allez dans vos lieux où vous aimiez aller avant. Retournez voir des concerts, des spectacles, des expos. C'est vraiment en reprenant aussi le cours de cette vie culturelle. C'est très important et c'est nécessaire pour tout simplement pour... moi, je pense tout simplement pour vivre, en fait. Donc, il faut absolument... Il y a tellement de choses à faire qu'il ne faut pas hésiter. Bon super, merci beaucoup Clotilde en tout cas pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui et pour ces petits tips et pour nous avoir parlé bien sûr du passage Sainte-Croix. On n'oublie pas l'exposition Les Arts de l'Islam qui démarre exactement le 20 novembre. 20 novembre, qu'il faut qu'on aille voir donc au passage Sainte-Croix. Et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que ma discussion avec Clotilde vous a plu, vous a donné envie de découvrir le passage Sainte-Croix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide énormément. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et à vous donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec Dorothée Barthes et Colline Mazera de la marque Joe.